Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de Business 42. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire découvrir une des personnes qui m'ont le plus inspiré dans ma vie professionnelle et même bien au-delà. Une personne passionnée, un véritable esprit d'entrepreneur. Sans aucun doute un aventurier de l'industrie sous toutes ses coutures. Nous allons faire connaissance aujourd'hui avec Jean-Marc Defour, dirigeant du groupe industriel FEA. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Jean-Marc Defour, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie et heureux de vous accueillir ici. Merci beaucoup. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Jean-Marc, aujourd'hui, c'est quoi votre activité professionnelle ? C'est quoi votre entreprise, vos entreprises ? Racontez-nous. Alors aujourd'hui, j'ai 3 petites entreprises qui constituent le groupe FEA, qui s'écrit PHEA. C'est des entreprises dans le milieu de la tôlerie industrielle, tôlerie, chaudronnerie, qui sont basées en Loire et Haute-Loire. Donc il y a l'entreprise Fayol qui est basée à Yssingeaux. L'entreprise Fayol, c'est surtout de la tôlerie fine, donc avec des lasers de découpe tôle, des lasers de découpe 5 axes, c'est-à-dire de la découpe 3D. Et puis après, les métiers de la tôlerie fine, c'est-à-dire on va retrouver du pliage, de la soudure traditionnelle, TIG, MIG, mais également de la soudure laser. Ensuite, il y a le site Berlier qui, lui, est basé à Saint-Paul-en-Jarret et qui va être plutôt sur des pièces un peu plus conséquentes, des pièces de chaudronnerie, des pièces de mécano-soudure, donc avec un grand savoir-faire là aussi en soudure, mais vraiment des soudures qualifiées pour l'armement, pour le ferroviaire. On est d'ailleurs certifié pour le ferroviaire. Et enfin, une 3e entreprise qui est basée à Saint-Maurice-de-Lignon et qui, elle, travaille le tube, donc découpe laser, mais du tube spécifiquement, cintrage du tube, rétreinte du tube, travail du tube. Et donc ça représente une 50aine de salariés pour un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. D'accord. Est-ce que vous avez des actualités à nous partager, actualités récentes ou des choses à venir assez proches ? Alors oui, on a toujours des actualités, effectivement. Côté Fayol, on a fait un agrandissement qui vient de se terminer, et donc on est en train d'emménager. On a agrandi les locaux pour pouvoir embaucher encore plus. Et puis on va également on a fait un investissement qui doit arriver là début mai, une nouvelle machine, une nouvelle machine découpe laser 5 axes qui a des grandes capacités, 4 mètres par 2 mètres par 1 mètre, et qui a des spécificités aussi sur la soudure laser. C'est une des premières machines que Trumpf va installer en France de ce type-là, donc on est assez fiers pour ça. Côté Berlier, on est en train d'investir aussi sur une rouleuse grosse capacité. On vient d'obtenir aussi la certification ferroviaire, j'en parlais tout à l'heure, l'EN 15085, qui va nous permettre de faire des pièces soudées qui vont aller dans les trains, enfin dans les parties roulantes. Et puis côté Dubois, donc c'est une entreprise récente pour nous puisqu'on l'a acquise en novembre 2022. Et là, on est en train de réfléchir à investir dans un système de stockage automatisé au niveau des tubes, puisque ça tient beaucoup de place. Et aujourd'hui, on est organisé de façon, on va dire, traditionnelle, où on va déplacer tout ça avec le pont en permanence. On remanie les tas de tubes, et donc là, on va passer à un stockage automatisé. Avant de continuer sur votre aventure professionnelle, on va refaire un petit parcours de votre vie. Oui, alors je suis né le 10 mai 69 à Firminy. Je suis né dans une famille modeste, mais très, très heureuse. Je suis né, pour ceux qui connaissent Firminy, je suis né à la Corniche, enfin même une partie de la Corniche qu'on appelait le Chicago, puisqu'il y avait une 20aine de nationalités dans la même allée, je crois. Mon père, à l'époque, travaillait aux Petites Forges de Creuse-Loire. Et puis, par la force des choses, il a quitté Creuse-Loire, ou plutôt Creuse-Loire, allait pas bien, donc voilà. Il a retrouvé du travail à Saint-Étienne, ce qui fait que j'ai grandi une grande partie de mon enfance à Saint-Étienne, une enfance heureuse. On est revenu à Firminy là aussi pour un changement professionnel de mon papa, qui a retrouvé du travail sur Firminy, et donc j'ai grandi ensuite. On est revenu, je devais avoir 12 ans par là. Et après, j'ai fait toute ma scolarité à Firminy, en passant entre autres par Jacob Holzer, où j'ai fait beaucoup d'années. Ouais. D'accord. Vous étiez qui, enfant ? Alors enfant, j'étais plutôt un petit clown, je pense. je le dirais comme ça. Je pense qu'il y avait peut-être aussi un besoin de reconnaissance, je sais pas si c'est le mot, mais un besoin d'exister. On va dire, j'étais le 3e d'une fratrie, encore une fois heureuse, puis je m'entends toujours très bien avec ma sœur, mon frère.
Mais voilà, envie de montrer que j'étais là. Et ça, je pense que c'est un peu ça qui a fait. Enfin, j'étais le petit clown, donc à l'école aussi. Donc pas toujours très agréable pour les profs, parce que toujours en train de chercher à faire un peu de diversion. Voilà, gentil garçon, par contre, je pense, mais un peu quand même dans l'espièglerie, on va dire. Ouais. J'aime bien, donc plein de copains, j'en ai toujours d'ailleurs, de toutes mes périodes. Alors peut-être un peu moins de petite enfance aujourd'hui, mais quand même des copains de très très longue date. Et c'est quelque chose qui... L'amitié, pour moi, c'est quelque chose de fort et d'important. Ouais. Ensuite, vous passez votre bac Ouais, à tout à Firminy fait. À Firminy, à Jacob Holzer, donc bac F1, donc bac mécanique, voilà, F1, mécanique générale, qui était un peu, on ne disait pas comme ça à l'époque, bac pro, mais enfin aujourd'hui on pourrait dire c'est un peu le bac pro. On avait de l'atelier, pas mal d'heures d'atelier, que je rate. D'ailleurs, comme je faisais pas mal le clown, j'avais même déjà redoublé ma cinquième, oui, je vous dis tout. Hein. J'étais déjà en retard d'un an, mais en plus le bac, en plus je l'ai raté, et je l'ai eu la deuxième fois avec au rattrapage. Donc comme quoi, l'école c'était pas vraiment fait pour moi à l'époque, parce que je m'embêtais un peu. Alors les profs disaient que en fait, si je travaillais, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas très travailleur pour l'époque. Et, euh, et en fait, j'y trouvais pas vraiment d'intérêt, si ce n'est la camaraderie, encore une fois. Et du coup, après l'école, en fait, enfin après le bac, alors déjà depuis longtemps, les étés, je travaillais, mais fort de mon bac, je pensais justement aller vivre ma vie, travailler, etc. Et donc je suis retourné dans une entreprise chez laquelle j'avais déjà fait des jobs d'été, qui s'appelait Profilor, donc ça parle un peu à Saint-Étienne, et dans lequel j'étais sur une presse plieuse. Je faisais du pliage, voilà, en poste, voilà, mois de juin, mois de juillet, pardon, mois d'août. Et en fait, par concours de circonstances, où j'ai croisé, alors je vais essayer de faire court parce que je suis bavard, mais j'ai croisé un ami, on va dire, qui était aussi à Jacob Holzer, mais qui venait d'avoir son BTS, et qui me dit, bah, je me suis fait embaucher dans les bureaux d'études, là, à Profilor, c'est chouette et tout, machin. Et je me rappelle de ce jour où je suis rentré à la maison, en fait, chez mes parents, et où j'ai expliqué ça à table, quoi. Et mon père me dit, bah oui, effectivement, avec ton bac, tu feras rien d'autre que d'être sur ta presse plieuse ou tout ça. Enfin, c'était un peu du pain béni pour eux, quoi. Que si tu voulais un peu te forcer à l'école, bah, tu pourrais très bien faire autre chose. Et du coup, voilà. Et du coup, ça m'a donné une autre vision des choses. C'est assez dingue, mais j'ai réussi à réintégrer un BTS donc tout de suite en septembre, BTS mécanique et automatisme industriel, toujours à Jacob Holzer, en ayant fait des grandes négociations avec le proviseur de l'époque, parce que j'avais pas prévu de me réinscrire, donc ça avait été, mais j'avais de la chance puisqu'il y avait des places en fait. Et là, je découvre l'industrie. En fait, c'est cette formation clairement qui m'a fait découvrir l'industrie, le BTS MAI, parce que on avait un projet de fabriquer une machine pour un industriel. Et donc, de l'étude jusqu'à la mise en place dans leur atelier. Pendant le BTS Pendant le BTS, pendant les 2 ans du BTS. Ouais. Et là, du coup, bah, ça m'a passionné, en fait, de partir d'un dessin industriel, même si j'en avais fait en bac, là, en BTS, déjà, c'était un peu plus poussé quand même. Et puis, en plus, on dessinait quelque chose qu'on allait fabriquer, qu'on allait réaliser, qui allait être automatisé, et qui, du coup... j'ai trouvé ça génial. On est allé visiter les sous-traitants, par exemple, de traitement thermique, donc que j'ai découvert. Enfin voilà, différents métiers, la mécanique générale aussi, si, le mécanique je connaissais puisque c'était ma formation de bac F1. Mais, enfin bref, mais en tout cas, on a mis les pieds aussi dans les entreprises pour voir comment ça se passait. Et voilà. Et du coup, j'ai enchaîné finalement. Ça m'a tellement plu. Je suis rentré après en formation par alternance et du coup, j'ai un diplôme d'ingénieur que j'ai passé à l'ISTP à Saint-Étienne. Très bien. Une fois le diplôme d'ingénieur en poche, la vie professionnelle commence. Comment elle commence ? Alors, elle commence dans le Jura, dans une entreprise qui faisait des composants électroniques, on va dire, en tout cas des petits transformateurs de courant, des bobines de self, voilà, pour faire court, des bobines de self qu'on bobinait, etc., qu'on mettait en boîtier, tout ça. Et donc moi, j'avais en charge, avec mon jeune diplôme d'ingénieur, de faire l'industrialisation. C'est-à-dire, c'était une entreprise qui avait son siège dans le Jura à Orgelet, pour ceux qui connaissent, au-dessus de Lons-le-Saunier. Et donc, j'avais 2 lignes de production avec une vingtaine de personnes sur chaque ligne. Le but était de mettre la ligne la plus productive possible. Donc, on avait des tapis entre les gens qui travaillaient. Il y avait les personnes qui bobinaient voilà, les bobines. Il y en a d'autres qui faisaient l'étamage. Il y en a d'autres qui faisaient la mise en picot, la mise en boîtier, le résinage, enfin, etc. Et donc, il fallait bien calibrer
la chaîne, la vitesse du tapis, etc. Et ça, après, une fois que c'était bien, qu'on avait une efficience qui était très bonne, etc., bah, ça partait en fait sur une autre unité du site, enfin de l'entreprise, pardon, qui était en Thaïlande. Donc usine en Thaïlande. Donc c'était une grosse boîte. J'ai beaucoup appris à bien cadrer. J'ai beaucoup appris aussi en management parce qu'il y avait, alors j'espère que je vais choquer personne, mais il y avait beaucoup de femmes. Et quand on a beaucoup de femmes sous sa direction dans un atelier de production, c'est pas facile parce que les femmes entre elles sont quand même pas faciles à gérer. Et en sortant de l'école encore plus, voilà, j'ai beaucoup appris pour ça. Et voilà. Mais ça n'a pas duré très très longtemps en fait. Parce que là, on est quoi? On est milieu des années 80, c'est ça? Oui, alors mon diplôme d'ingénieur c'est 92 à 95. Ah oui, d'accord. Donc là on est en 96 quoi. Ok. Et donc après? Et donc pendant que j'étais dans le Jura, en fait, le club d'entreprise de Londaine, Cléo, me contacte et me dit voilà, on a un projet. Alors ce qu'il faut que je vous dise, parce que sinon, pour que ça soit clair, pendant mon alternance d'école d'ingénieur, l'ISTP, pendant mon alternance, j'étais dans une entreprise qui est bien connue d'ailleurs dans la région, qui s'appelle le Charvin Industrie, et pour laquelle j'ai mis en place l'ISO 9002 à l'époque. Voilà, donc on avait eu la certification dans cette entreprise pendant mon alternance, et puis après j'ai mis en place la GPAO toujours dans l'entreprise, parce qu'il me restait un peu de temps pour finir ma formation. C'était la grande époque de la qualité dure, quoi. Hein. Ouais, exactement. Enfin, c'est alors qualité dure. Ouais, c'est dans le sens où on faisait un peu des usines à gaz, si c'est ça. Voilà. Et effectivement, et donc tout le monde, effectivement, toutes les PME du secteur mécanique qui travaillaient pour l'automobile, etc., devaient être certifiés, sinon les grands donneurs d'ordre, particulièrement l'automobile, allaient les retirer du panel, quoi. Donc grande panique en fait, et entre autres au sein du club d'entreprise de Londaine. Le club est là pour aider ses adhérents et donc les entrepreneurs, etc. Et ils se disent, si on essayait de mettre en commun nos moyens, etc. Et donc ils ont le projet de recruter quelqu'un qui allait mettre en place l'ISO, mais dans 5 entreprises à la fois. Et donc, il me propose le job. Et donc là, moi, pour resituer, vous travaillez encore dans le Jura, là? J'étais encore dans le Jura. D'accord. Et Cléo vous contacte donc? Et Cléo me contacte et me propose, par l'intermédiaire d'une personne qui m'est chère, qui est disparue, mais qui est Michel Despouilles, ancien patron d'ADT, c'est aujourd'hui Arnaud, son fils, qui dirige l'entreprise. Et donc, me propose ce job. Et que j'accepte pour diverses raisons. Ça me permettait de revenir sur la région, de retrouver ma bien-aimée qui n'était pas encore mon épouse, mais qui allait le devenir, et de revenir sur un métier finalement qui était pas mal. Et puis surtout aussi la variabilité, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas le fait de changer d'entreprise tous les jours, ça m'attirait. Enfin, c'était un beau challenge, je trouvais que c'était un très très beau challenge, motivant, et donc du coup je l'ai accepté. Ouais. Donc 5 entreprises en même temps, oui. 5 missions qualité, donc comme je disais, qualité dure, c'est vraiment du travail. Comment ça se déroule alors? Eh bien, en fait, je me suis organisé pour que ça soit pratique pour tout le monde, pour moi et pour les entreprises. Donc tous les lundis dans une entreprise, alors je ne sais pas si je les cite. Vous pouvez, ouais, si vous voulez. Donc de mémoire, tous les lundis j'étais dans l'entreprise Edrastop. Voilà, qui travaille le plastique et les matériaux composites. Tous les mardis, j'étais dans une imprimerie Sud Offset, qui est toujours la Rick et Marie. Tous les mercredis, je suis dans une entreprise qui s'appelle Dutreuil et qui fabriquait des moules pour l'injection plastique. Tous les jeudis, j'étais chez A2T, traitement thermique, avec Michel Despouilles. Voilà. Et tous les vendredis, entreprise de maintenance et de dépannage industriel qui s'appelait MDI. Voilà. Et donc, en 2 ans, c'est ça, 2 ans, les 5 entreprises, on a mis en place le système qualité. Et les 5 entreprises ont été certifiées au bout des 2 ans, quoi. Et qu'est-ce qui se passe alors? Parce qu'une fois que les entreprises sont certifiées, vous continuez vos missions au sein des entreprises ou le job est fini et au revoir Jean-Marc, quoi, Alors, pour moi, justement, c'est là où, pour moi, si la mission est bien faite, vu que la qualité doit être portée par tous, eh ben, on n'a plus besoin de moi. Et alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que à l'époque, on est avant 2000, du coup avant l'ouverture de l'Europe, particulièrement concernant les certificateurs, c'est-à-dire les organismes de certification qui délivrent le certificat ISO 9001. Voilà. Et donc à l'époque, c'était que la FAC, Association française de l'assurance qualité, un truc comme ça, la FAC. Et du coup, les 5 ont été certifiés par la FAC, et sur les 5, il y a un des intervenants qui est, sur 3 entreprises, c'est le même intervenant qui vient. Et cet intervenant était un consultant en fait sur la région parisienne qui était mandaté par la fac mais qui appartenait à un cabinet important de consulting. Et du coup, ils m'ont repéré, on peut le dire comme ça, voilà. Et ils m'ont proposé du coup de me débaucher et de me proposer de créer l'agence donc qui s'appelait Dermi Conseil Rhône-Alpes pour eux puisqu'ils avaient personne sur le quart sud-est, on va dire même de la France. Et du coup, ça arrangeait un peu tout le monde parce qu'au final
mes patrons, j'allais dire mes 5 patrons, du coup, ils me gardaient sous la main sous forme de consultant, mais du coup, ils prenaient un jour par mois, un jour ce qu'ils voulaient. Mais du coup, comme c'est moi qui avais mis en place, ça les rassurait aussi de m'avoir toujours un peu sous le coude. Et moi, ça me permettait aussi de développer cette activité qui était intéressante quand même. Et j'avais du coup, en plus, mes premiers clients, c'était ces 5-là, sont devenus mes premiers clients en tant que consultant. Donc c'était consultant en termes de qualité, de mission qualité dans les entreprises, c'était pas la certification. Vous n'étiez pas auditeur. Alors après sur la suite, je me suis formé chez BVQI et j'ai eu le diplôme IRCA, donc j'étais à l'époque auditeur BVQI sous forme de mission aussi. Mais voilà, donc on a développé le cabinet. Alors vu que c'était la grande époque comme vous disiez tout à l'heure, beaucoup de demandes et du coup les clubs d'entreprise, fort du succès des 5 aussi qu'on a eu, on met en place des démarches collectives et donc on accompagne plusieurs entreprises à la fois en mettant en place justement des formations inter-entreprises qui permettent de diviser les coûts et puis un travail de consultant sur le terrain dans chaque entreprise. Mais voilà, il y avait toute cette partie collective qu'on faisait. On a d'ailleurs aussi mis en place des jeunes qui aujourd'hui ont bien grandi, ils sont toujours dans le consulting. Je fais un petit coucou à Stéphane, entre autres. Voilà. Stéphane Bouget de Performance PME, c'est ça ? Exactement, parce que Stéphane Bouget, en fait, il a été mis en alternance, enfin, il a été embauché comme temps partagé, en fait, par les entreprises, comme je l'avais fait auparavant. Et moi, je l'accompagnais en consultant, du coup, pour aider à mettre en place dans toutes ces entreprises la qualité. Donc, ça a bien marché. Le cabinet s'est développé assez rapidement, j'avais embauché deux consultants à temps plein, plus un qui venait régulièrement aussi de Paris pour renforcer l'équipe. Donc, ça tournait plutôt pas mal. Par contre, moi, j'avais un petit sentiment, en fait, de... comment dire le complexe de l'imposteur, enfin, c'est un peu ça, parce qu'en fait, j'avais en face de moi des chefs d'entreprise qui avaient démarré pour certains de rien, ou même d'autres, mais qui développaient l'entreprise, etc. Et moi, je venais un peu leur expliquer. Enfin, alors, je restais à ma place. C'était uniquement par rapport à la norme qualité. Mais enfin, moi, mes yeux brillaient à chaque fois que je rencontrais des chefs d'entreprise passionnés. Et du coup, comme je le dis souvent, ils m'ont passé le virus. Et du coup, rapidement, en fait, j'ai eu envie de devenir entrepreneur. Et alors, du coup, envie de devenir entrepreneur, la flamme qui brûle à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Comment on passe du coup de consultant qualité avec un cabinet qui tourne, qui commence à tourner même de plus en plus, et l'entrepreneuriat? Alors, du coup, c'est là aussi la chance. Alors là, heureusement que ça fait quelques années, parce que je vais dire des choses prescrites. Prescrites, on va dire ça. C'est que en fait, comme le cabinet tournait bien, que j'avais les responsabilités du cabinet, mon planning n'était pas trop regardé, on va dire. Et du coup, ça me permettait d'avoir quelques jours un peu pour moi en recherche de reprise d'entreprise. Parce que, par contre, moi, je ne l'ai jamais eu et je ne l'aurai pas. Je n'ai pas l'âme d'un créateur d'entreprise. Parce que je pense que c'est différent, un créateur et un repreneur d'entreprise. Et donc, je me suis mis en quête de reprendre une entreprise. J'ai eu un premier projet avec l'une des entreprises, justement, que j'accompagnais, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Parce qu'en plus, je n'avais pas non plus de finances énormes, etc. Et donc, le sujet était un peu... tiré au cordeau. Bon, finalement, ça s'est pas fait, mais c'est pas grave. J'en ai trouvé une autre qui justement était beaucoup moins tendue en termes de budget, et je l'ai réalisée donc en 2002. Et donc en 2002, c'est ma première reprise d'entreprise. Et c'est une reprise que j'ai faite. C'est une entreprise qui s'appelle toujours Foretech, qui était basée à Montbrison, qui est maintenant basée à Savigneux, et qui, à l'époque, était un bureau de négoce d'endoscopes pour l'industrie. Et on connaît les endoscopes pour le médical, mais là, c'était pour l'industrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les débouchés, enfin le type d'utilisation d'un endoscope industriel? Ouais, donc un endoscope industriel, c'est en fait, on va aller explorer des zones inaccessibles. Alors, par exemple, un exemple qui va bien, c'est le moteur d'avion, le réacteur d'avion. Quand vous prenez l'avion, il faut savoir que les réacteurs, à peu près, si ma mémoire est bonne, toutes les 1000 heures de fonctionnement, il va être démonté, il va être révisé, mais on ne va pas le démonter en totalité. Il y a plusieurs millions de pièces dans un seul réacteur. Mais par contre, on va aller avec des systèmes d'endoscope
rentrer l'endoscope, aller voir à l'intérieur du réacteur et passer vraiment au peigne fin pour voir s'il n'y a pas la moindre fissure, la moindre corrosion, moindre dépôt, enfin quelque chose de louche qui obligera à démonter. Mais on va inspecter vraiment les moindres recoins. Ça sert à ça l'endoscopie. Donc ça sert dans des métiers plutôt de pointe comme l'aéronautique, comme le nucléaire. On a pas mal entendu parler aussi là des fissures qui ont été découvertes ces derniers temps. Ça a sûrement été fait par soit des endoscopes, soit des caméras d'inspection qui sont de la même famille, je dirais, mais dans des dimensions un peu différentes. Voilà, ça sert à ça. Oui. Ok. Et donc cette aventure Foretech commence en 2002. Oui. C'est ça. Et comment ça se passe? Alors ça se passe plutôt bien. C'est une entreprise donc sur un secteur hyper gratifiant parce que nos clients sont des grandes maisons comme justement Air France Industrie, Airbus, Snecma et puis Areva. Enfin voilà, donc chouette expérience. Ça me permet de visiter justement des ateliers de fabrication des réacteurs d'avion. Ça me permet de visiter des centrales nucléaires. Enfin c'était passionnant avec des métiers high tech. Donc j'allais dire facile à vendre dans le sens où ces produits sont tellement chouettes, voilà. Et donc là, en fait, c'est des produits pour lesquels, par contre, on a uniquement, chez Foretech, la carte de distribution pour le territoire français, et ça représente 80% de notre chiffre, voire même un peu plus à l'époque. Et là, moi, ça me pose quand même un peu de problème, parce que si jamais ce fournisseur-là nous lâche, il nous dit, bah non, mais moi, je veux vendre en direct, ou j'en ai trouvé un autre qui me paraît mieux, du coup, la boîte n'existerait plus, quoi. C'est une entreprise, donc, quand je l'ai reprise, où il y avait 3 personnes. Et là, je décide du coup de créer une gamme de produits complémentaires à cette gamme d'endoscopes, et dans l'idée d'aller sur les marchés de l'assainissement, aller dans les égouts, voir, parce que c'est des choses qui existent, on envoie des caméras, voir pourquoi c'est bouché, si ça s'est effondré, etc. Et donc on développe cette caméra. J'embauche à l'époque d'ailleurs Sylvain, que je salue, qui était en alternance en école d'ingénieur à Saint-Étienne, là, en Vision, qui m'a beaucoup aidé à développer ces produits. Et on sort un beau produit, une caméra qui faisait 45 mm de diamètre et dont la tête pouvait pivoter à 360 dans tous les sens avec un joystick. On pouvait envoyer jusqu'à 200 mètres de distance, enfin quelque chose d'assez incroyable, et qui était bien complémentaire à l'endoscopie, parce que l'endoscope, le plus gros endoscope qu'on faisait, c'était 12 mm de diamètre, et nous on était déjà à 45. Mais voilà, c'était vraiment d'autres applications. C'était l'idée, surtout de pas couper la branche sur laquelle on était assise, quoi. Et malheureusement, dans l'assainissement, on en vend quelques-uns, mais c'est pas à la hauteur de nos espérances, c'est un peu un flop. Et par contre, vu qu'on avait des clients justement à Areva ou le CIR, là, les contrôles nucléaires des centrales nucléaires, etc., là on commence à en vendre, ça commence à bien les intéresser. Et en plus, malheureusement, Fukushima arrive. Et Fukushima impose dans le monde entier des contrôles de centrales nucléaires sur certains points précis. Et donc cette caméra correspondait tout à fait à ce nouveau besoin. À ce nouveau besoin. Ouais. Et du coup, voilà, ça se développe bien. Alors ça reste un marché de niche, mais on est monté jusqu'à une quinzaine de personnes. Et on me propose de me racheter. Vous êtes passé de 3 à 15 ? Ah ouais. On est en quelle année hein ? Du coup, Fukushima, c'était 2000... si je ne me trompe pas, ça doit être 2011. Ouais, ok. 2011. Et on me propose de me racheter. Et c'est une période, effectivement, où je me pose pas mal de questions. On a passé, juste avant, justement, 2008-2009, la crise, avec nous, le dépôt de bilan d'un client important qui nous fait une ardoise très importante et qui, du coup, font que ma trésor passe dans le négatif. La trésor passe dans le négatif, et du coup c'est là où vous commencez à avoir des nuits blanches permanentes et où c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à vivre. Néanmoins, j'ai continué de tenir informé mes banquiers, etc., qui m'ont suivi parce que on remontait en commande parce qu'on avait des affaires, etc. Donc bon, on a réussi à remonter, et puis donc après 2000, 2009, 2011, et puis nos produits démarrent, ce que je disais là. Donc du coup, finalement, ça se passe bien, l'entreprise se redresse bien, et voilà. Et on embauche, et voilà. Et on me propose de me racheter. Et ça, j'avais fait une mauvaise embauche aussi, parce que voilà, des fois, il suffit d'une personne qui me mettait une ambiance et puis qui disait des choses, qui m'éloignait de mon équipe en fait, voilà, qui expliquait que j'étais le salaud de patron, pour parler français. Donc ce qui est bien, c'est que c'est mes salariés eux-mêmes, l'équipe de base, on va dire, que j'avais depuis longtemps, qui est venue me dire et qui m'ont dit il faut pas le garder. Donc c'est eux qui sont... Donc c'est là où on voit que le management, quand même, c'est chouette quand ça marche bien, parce que vous avez quand même des gens de confiance qui vous font confiance et qui écoutent pas n'importe quoi. Donc c'était très bien, mais néanmoins ça m'avait remué quand même. Et puis un événement plus malheureux encore qui m'avait remué. J'en parle parce que ça fait partie de mon histoire, et ça fait partie aussi des faits que j'ai eu besoin de changer de cap. Voilà, j'ai perdu mon filleul du cancer. Il avait 4 ans et demi, et du coup voilà, c'était aussi une façon. On est venu me présenter ça comme ça, on vient vous racheter, ça vous intéresse, machin. Alors j'ai mis un peu de temps à réfléchir, puisque finalement j'ai vendu en 2013,
Mais voilà, c'est tout ça qui a fait que envie de changer un peu d'horizon. Ok. Et donc 2013, vous vendez l'entreprise Foretech. Ouais. Donc, et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà. Alors, en fait, cette question-là, je me la suis posée avant même que la vente se fasse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans ma tête, j'ai dit, allez, ok, je vais vendre. Le temps que ça se fasse, la vente, il y a tout un tas de papiers à faire, enfin, tout un tas de démarches. Il y a des audits, évidemment, pour l'acheteur, hein, c'est ce qui est normal. Donc, j'ai un peu de temps. Et donc, là, je me dis, ouais, de toute façon, puisqu'à ce moment-là, si on parle de 2013, j'ai 44 ans. Donc, j'ai encore quelques années à faire quand même. Et donc, et de plus en plus. C'est l'actualité. C'est vrai. Je me dis, il faut que je me mets en quête de reprendre une autre entreprise. Alors, je m'étais mis en quête au départ de reprendre une entreprise un peu sur le modèle de ce que j'avais fait avec Foretech, c'est-à-dire une entreprise de produits propres qui me permettent d'aller un peu à l'export, ce que j'avais commencé de faire avec Foretech, d'aller vendre les produits à l'export. Mais je trouve pas d'entreprise qui corresponde à mes critères et donc, ça se fait pas. Et puis, on me présente l'entreprise Fayol à Yssingeaux, donc entreprise de tôlerie, qui est déjà une entreprise où l'ancien dirigeant avait déjà fait des investissements sur des machines laser haut de gamme, avec des compétences internes fortes, et puis une localisation, parce que ça compte, en Haute-Loire. Et moi, Haute-Loire, même si je suis né à Firminy, c'est mes racines, mes aïeux sont d'originaire de Haute-Loire, et c'est un département que j'aime beaucoup, enfin, qui est cher à mon cœur. Et du coup... après avoir analysé tout ce que savait faire cette entreprise Fayol, je décide de racheter Fayol. Très bien. Donc là, on est en 2013. Vous rachetez la société Fayol. Vous retrouvez les presses plieuses que vous aviez dans votre job d'été. Exactement. Ça, c'est marrant. La boucle est bouclée. Ouais, c'est vrai. Et comment ça se passe alors, cette reprise d'entreprise, nouveau projet? Combien il y avait de collaborateurs à l'époque quand vous avez repris l'entreprise? Donc à l'époque, il devait y avoir, si ma mémoire est bonne, il devait y avoir 18 salariés. 18 salariés, on devait faire 2,5 millions de chiffre d'affaires à peu près. Et c'est quoi vos enjeux quand vous rachetez l'entreprise? C'était quoi les enjeux de premier abord? Les enjeux quand j'arrive, c'est déjà d'être à la hauteur de la tâche et de réussir, parce que c'est pas mon métier d'origine quand même, la tôlerie, donc d'apprendre. Les enjeux, ça a été beaucoup d'apprendre et beaucoup du coup de me reposer, enfin en tout cas de faire confiance aux gens qui étaient là et d'apprendre avec eux le métier. Alors, obligation d'humilité quand même alors. Ouais, clairement, ouais, clairement. Mais ça, je pense, je suis convaincu même que c'est quand on fait une reprise d'entreprise, c'est indispensable. C'est une des clés ouais, c'est une des clés de succès, clairement. Je pense que si on l'a pas, c'est une clé de l'échec, ouais, clairement. Non, mais à défaut de découvrir les clés de la réussite, une entreprise. Ouais, non, on sait jamais, il y en a qui les cherchent. Mais ce que je voulais dire, c'est que une entreprise qui est là depuis longtemps, parce que cette entreprise, elle a été créée dans les années 60, qui est assise sur un chiffre d'affaires qui est là, avec des clients sérieux, qui fait des résultats, etc. C'est pas pour rien, quoi. C'est pas pour rien. Même si on la reprend, il faut déjà bien comprendre pourquoi justement elle fonctionne. Vous ressentez une pression de l'histoire alors du coup à ce moment-là? Une pression de l'histoire, non, mais je pense une responsabilité aussi envers les équipes qui sont déjà là, les salariés qui sont déjà là. Qui ont leur famille à nourrir, etc. Et il faut quand même pas que je les emmène dans le mur, quoi. Donc, ouais, parce que là, j'arrive effectivement dans une société où il y a déjà, comme je disais, 17-18 personnes. Et du coup, voilà, je me dois de faire en sorte que ça continue, que l'histoire continue. Ouais. Et vous allez y arriver? Ouais. Oui. Du coup, ça s'est plutôt pas mal passé. Ouais, on a développé... Aujourd'hui, Fayol, le dernier bilan, on a fait 4,2 millions et on est 27, on doit être. Voilà. Donc bon, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Donc le développement de l'entreprise Fayol se passe bien. Ça passe par quoi? Par de nouveaux marchés, par de nouveaux investissements? Comment vous développez l'aventure? Et puis rapidement, on va évoquer aussi votre stratégie aussi de croissance externe avec le rachat d'autres entreprises. Oui. Comment vous développez tout ça? Alors, le développement, il se fait effectivement dans nos métiers aussi par l'investissement machine, clairement, et puis évidemment par les embauches qui vont aussi avec. La chance qu'on a, c'est qu'on est sur des métiers où si on travaille, qu'on fait de la très bonne qualité, nous, notre phrase en dessous de notre logo, c'est l'excellence industrielle. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de donneurs d'ordre, de gens qui fabriquent des machines, qui fabriquent des trains, qui fabriquent des centrales nucléaires, qui fabriquent ce que vous voulez, qui ont besoin de sous-traitants, mais qui ont besoin de bons sous-traitants. Et ça,
Ça passe d'abord évidemment par les femmes et les hommes qui constituent les entreprises, par leur savoir-faire, mais aussi sur le fait qu'on leur donne les bons moyens, donc que ce soit les machines, que ce soit l'organisation, enfin toutes les ressources dont elles ont besoin, que leur poste soit calibré aussi par rapport en termes de temps ou choses comme ça, surtout aujourd'hui. Enfin, on en parlera peut-être après, je sais pas, mais et et, euh, et ça pour moi c'est vraiment mon job, c'est de calibrer tout ça. Après, on a la chance justement que on est plutôt. D'ailleurs, à l'époque, on n'avait pas de commercial. J'ai embauché une personne au commercial il y a quoi, 2 ans, à cause du groupe, on y reviendra. Mais toutes ces années, on n'en a pas eu besoin en fait, parce que de bouche à oreille on est plutôt en charge forte, quoi. C'est-à-dire que si on travaille bien, si on respecte nos engagements en termes de délai, en termes de qualité, généralement, les clients y reviennent et ils vous chargent, et en plus ça se dit, et en plus donc il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, donc le développement c'est plutôt fait comme ça. C'est pas une démarche commerciale chez Fayol qui a vraiment fait le développement, mais c'est le fait de conserver et de monter en gamme en termes de compétences et en termes de moyens techniques, quoi. Parce que j'ai toujours investi régulièrement. Dès la première année, j'ai investi dans la presse plieuse, on est aux alentours de 300 000 euros. Donc ça c'est 2014-2015. 2017, je réinvestis 800 000 euros dans un nouveau laser 5 axes. 2018, je réinvestis 1,3 million dans un. Enfin voilà. Enfin et pour moi, dans notre métier, c'est ce qui fait, et c'est ce qui fait que finalement, ces investissements permettent à ce que nos clients viennent et nous confient encore nous confient encore plus de travail, quoi. Donc en levier de développement, il y a les investissements techniques, investissements machines, l'investissement dans les hommes et les femmes qui constituent votre équipe. Et donc après, il va venir l'heure des leviers de croissance, et notamment avec les croissances externes. Comment ça se passe? Alors là aussi, c'est. Moi, enfin, comme vous voulez, je sais pas si au travers de tout ce que je dis, je suis un peu un opportuniste finalement, mais je le prends pas. Enfin, c'est plutôt, voilà, c'est un fait en fait. Et en fait, l'entreprise Berlier, qui est la première croissance vis-à-vis de Fayol, en fait, c'est une opportunité dans le sens où, lorsque je reprends Fayol, l'entreprise Berlier redevient, enfin, en fait, voilà, pour la petite histoire, Berlier, c'est une entreprise que j'ai accompagnée à l'ISO quand j'étais consultant. Voilà. Et donc Philippe Berlier, le dirigeant, apprend que j'ai repris Fayol, et du coup reprend contact avec moi, et du coup on refait du business ensemble, etc. Il nous confie de la découpe laser chez Fayol pour l'entreprise Berlier, tout ça. Et un jour, il m'a fait part qu'il souhaitait céder son entreprise et qu'il m'aurait bien vu voilà, la reprendre, etc. Donc j'y ai réfléchi. J'y ai vu une complémentarité effectivement par rapport à nos métiers, parce que Berlier, encore une fois, on est plus sur de la mécano-soudure, sur de la chaudronnerie un peu plus lourde que ici chez Fayol, on va plutôt être sur de la tôlerie fine. Et voilà comment ça s'est fait en fait. Donc croissance externe de complémentarité, quoi. Oui, exactement. Ouais. Donc vous reprenez Berlier en quelle année c'est du coup? 2018. D'accord. Donc c'est eux qui viennent vous chercher en fait pour reprendre? Un petit peu, ouais. Enfin, oui. Et après, vous allez reprendre une troisième entreprise? Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est lié effectivement à Berlier, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, je me dis, Fayol, ça tourne bien, les équipes, ça y est, je les ai bien en main, pas de souci, je reprends Berlier. Bon, je vais mettre un responsable de site quand même chez Berlier, mais chez Fayol, c'est bon, je serai toujours là, j'irai un peu sur les 2 sites, etc. Au final, ce qui se passe, c'est que chez Fayol, le fait d'être pas là, mine de rien, enfin, je veux pas, mais néanmoins, il y a des égos qui jouent, il y a des choses, j'avais pas clarifié les choses, c'est de ma faute, dans le sens où j'avais pas mis un responsable de site avec des vraies responsabilités quand je suis pas là, etc. Et ça crée quelques dysfonctionnements qui assez rapidement se ressentent dans l'entreprise. Du coup, je décide d'embaucher un directeur de site. Chez Berlier, j'avais mis un directeur de site dès l'achat, parce que je m'étais dit, il faut quand même quelqu'un qui soit là-bas, parce que je pensais rester un peu plus chez Fayol. Mais en fait, il y a eu besoin aussi d'accompagner le directeur de site chez Berlier. Et du coup, j'étais présent aussi bien chez Fayol. Et voilà. Donc, du coup, j'embauche quelqu'un qui prend en la personne de Yannick Gerfagnon, que je salue s'il écoute ce podcast, voilà, qui devient directeur de site en 2020. Donc, ouais, j'ai mis un peu de temps. J'ai mis 2 ans avant de me rendre compte que Fayol, ça manquait, quoi. Et par contre, Yannick a pris sa place, et il l'a très bien prise, et a très bien pris les responsabilités, remis un peu d'ordre voilà, dans l'entreprise. Ça fonctionne bien, l'entreprise fonctionne très bien, et du coup, moi, ça m'a donné un air dingue, en fait. Et du coup, ça m'a permis de prendre du recul, et ça m'a permis en fait de réfléchir et de me dire, mais en fait, la croissance externe, c'est pas mal, quoi, si je mets bien des staffs en place, des équipes tout de suite et tout ça. Et je me suis mis en quête de reprendre une entreprise, de faire grandir un peu mon petit groupe.
Et donc, j'ai repris, là aussi, une question d'opportunité de rencontre, Dubois en 2022, fin 2022. Donc là, aujourd'hui, donc, le groupe constitue, comme vous l'avez dit au début, 3 entreprises, Oui, toutes complémentaires les unes aux autres, oui, avec des marchés et des clients communs, ou des oui, potentiels de développement communs en tout cas. oui. Alors, à la base, chaque entreprise a ses propres clients. Il y a assez peu de clients en commun quand je les reprends. Mais plus ça vient, et c'est ce qui fait notre croissance qui est dans le groupe et organique, parce que en fait, les clients de Fayal sont très intéressés par le métier de berlier, donc du coup deviennent clients berlier. Maintenant, sont très intéressés par les métiers aussi de Dubois, vice versa, pareil pour les clients de berlier intéressés par Fayal Dubois, enfin et Dubois pareil. Et voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, alors on essaye de faire en sorte de pas trop perdre les clients et donc de garder pour chacun d'entre eux une porte d'entrée qui soit toujours la même, et après on travaille dans le groupe. Et ça fait partie aujourd'hui de mes réflexions, de mes interrogations pour justement organiser le groupe pour pouvoir prendre peut-être des dossiers. Alors on commence à en prendre, mais en fait c'est une tête de pont, par exemple Fayol ou Berlier, peu importe, qui prend le dossier en charge et qui va sous-traiter aux autres. Ça commence à arriver, mais les clients voudraient en fait passer directement par le groupe. Voilà. Et ça, c'est des interrogations aujourd'hui sur lesquelles je réfléchis pour pouvoir un peu plus structurer l'aspect groupe, quoi. Ok. On a cru comprendre, d'après tout ce que vous avez expliqué, votre passion un petit peu pour le management et pour les équipes. Vous entreprenez, il n'y a pas très longtemps, de prendre des cours de coaching à HEC. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans cette formation et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui en tant que dirigeant? Alors effectivement, c'est en 2020. Alors je m'inscris avant le Covid, hein, petite précision. C'était réfléchi avant le Covid, où en fait, j'ai toujours, comme vous le dites, j'ai toujours été passionné en fait par la ressource humaine. Alors j'ai eu la chance, lorsqu'on a créé nos caméras là, chez Foretech, d'être entré dans le réseau Excellence à l'époque Oseo, maintenant BPI, mais donc ça date, je sais pas, quand ils ont créé ce réseau Excellence, voilà. Et quand on est Excellence, on a des droits à des formations qui sont courtes, hein, qui peuvent être d'une journée ou 2 journées, qui vont se passer à HEC, à l'EM Lyon, etc., sur le leadership, sur le management, etc. Et j'ai suivi plusieurs de ces trucs durant les différentes années. Et j'ai trouvé des gens là aussi passionnés et passionnants. Et ça m'a donné envie en fait d'aller plus loin et effectivement enfin voilà, d'apprendre beaucoup plus sur le coaching, etc. C'est quelque chose qui m'attirait vraiment, et donc j'ai fait le pas. Je me suis inscrit dans une formation qui a duré 1 an en fait, à raison d'une semaine une semaine par mois pendant 1 an à HEC Paris là. Et ça m'a reboosté un max en fait. C'est aussi ça qui participe au fait que j'ai envie de développer le groupe, ouais. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que j'ai pris du recul, il y a non seulement le fait qu'il y a effectivement les directeurs de site qui ont bien pris en main les entreprises et qui m'ont permis, moi, de me détacher beaucoup plus de l'opérationnel, mais il y a aussi cette formation qui m'a fait comprendre un peu plus comment je fonctionnais, qui j'étais, ce que j'avais envie de faire, et qui du coup... voilà, qui du coup m'ont reboosté, je sais pas comment le dire, mais et qui du coup en tout cas me permettent aussi, c'est-à-dire que j'utilise en fait les outils de coaching pour entre autres manager mes directeurs de site, entre autres. Alors je peux pas être leur coach, hein, je reste leur patron, donc c'est plus compliqué. Mais dans le questionnement, dans la prise de conscience particulièrement, c'est-à-dire ne pas donner la réponse à leur place, ne pas leur dire il y a ça à faire, etc. C'est à eux de trouver les réponses, etc. C'est en ça le coaching, c'est super intéressant et ça permet à eux aussi de s'épanouir, d'être mieux dans leur job. Enfin, en tout cas, je le crois. Et voilà, pour parler du coaching. Donc toute cette aventure entrepreneuriale très riche, hein, quand même, faut le reconnaître. Vous avez eu des coups durs, vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. J'imagine qu'il y en a eu d'autres, des moments difficiles, des moments de doute forcément. Est-ce que vous avez des mentors, des personnages réels ou fictifs qui vous aident au quotidien, des choses auxquelles vous raccrochez et qui vous permettent aujourd'hui de franchir toutes ces étapes? Oui, clairement. Déjà, il y a mes parents qui sont 2 personnes chères à mon cœur, évidemment, mais qui en plus m'ont donné des valeurs famille, des valeurs travail, très importantes. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le travail, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, on ne doit pas opposer la vie personnelle. Enfin, moi, je le pense, hein, après, je peux me tromper, mais opposer la vie personnelle, la vie professionnelle, je pense que c'est une erreur. En fait, je pense que le travail, ça fait partie de la vie. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut vraiment aider à s'épanouir.
Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et ça, je pense que c'est mes parents qui m'ont donné ces valeurs-là. C'est-à-dire que par le travail, on peut s'en sortir. Voilà, on vient de, voilà, comme je disais, d'une famille modeste, etc. Aujourd'hui, bon, je suis pas mécontent d'être arrivé à ce que j'ai pu faire, mais avec toute modestie, mais c'est grâce à eux, sincèrement. C'est grâce aux valeurs qu'ils m'ont inculquées. Et puis après, au niveau industriel, il y a aussi, j'en ai parlé déjà, c'est pas anodin, je pense, c'est Michel Despouille, qui était le patron de A2T, qui m'avait pris un peu sous son aile quand je les ai accompagnés à l'ISO, qui a été pour moi un mentor. J'allais beaucoup discuter avec lui, il m'a beaucoup accompagné aussi pour la mise en place de l'ISO la qualité, parce que lui, il venait du monde de l'automobile, justement, de PSA, et il avait déjà une forte connaissance là-dessus, parce qu'il était bien en avance par rapport au PME, évidemment, donc il m'a beaucoup aidé à ça, et il m'a beaucoup encouragé aussi à devenir entrepreneur. Enfin voilà, donc c'est vraiment des gens... Ok. Tout à l'heure, quand vous évoquiez votre jeunesse, vous disiez que vous étiez bien avec tout le monde, mais un peu solitaire. Comment vous définiriez le Jean-Marc d'aujourd'hui ? Waouh. Eh ben, peut-être un peu pareil, en fait. Peut-être d'ailleurs, c'est marrant, tiens, ça c'est chouette, parce que vous me faites... ouais, je pense que finalement, cette définition, elle me va bien aujourd'hui. Et c'est peut-être que ce qui me manquait à une période, c'est-à-dire que je me suis réaligné par rapport à ça. Ouais. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, j'ai moins besoin du regard des autres, comme peut-être je l'étais à l'époque où j'étais enfant. Mais en même temps, je suis bien avec les gens, quoi. Enfin, donc ça, c'est. Alors qu'il y a eu une période de doute où justement, je m'appuyais beaucoup sur le regard des autres, etc. Ce que je fais bien. Et quand on est dirigeant, c'est difficile d'avoir tout le monde avec soi, hein, ce qui est logique. Hein. Enfin, je veux dire, tout le monde ne peut pas être d'accord avec les choix qu'on peut prendre, donc il faut assumer ses choix, etc. Et j'ai eu une période où j'avais plus de mal à les assumer, ou en tout cas, j'avais beaucoup de doutes. Enfin, j'en ai toujours, hein, mais aujourd'hui, je me sens mieux avec mes propres décisions. Et c'est une belle. Merci pour parce que C'est vous. Merci Julien. Avant de conclure l'émission, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'avenir. Comment vous voyez l'avenir, l'avenir de l'industrie, le futur de l'industrie, le futur du monde du travail, et puis voilà, c'est quoi les enjeux pour vous importants aujourd'hui ? Alors les enjeux importants, clairement, c'est le climat. Ça, c'est sans aucun doute ma réponse. Aujourd'hui, moi, je suis inquiet évidemment sur ce qui se passe avec le climat. Hein. On voit l'eau, on est à une période où logiquement toutes les nappes, les cours d'eau devraient être au plein, hein, et c'est pas le cas du tout. On est plutôt en période de sécheresse alors qu'on devrait être en plein. Donc qu'est-ce que ça va être cet été ? Donc ça m'inquiète beaucoup. Du coup, je pense que l'industrie a encore un grand avenir, j'en suis convaincu, parce que particulièrement aussi avec les enjeux climatiques, c'est-à-dire il faut réindustrialiser ici et non pas pour décarboner, hein, justement, pour éviter tout ce qui est transport, et puis éviter aussi qu'il se fasse n'importe quoi en termes de production ailleurs, en termes d'industrie. Par contre, nous, en tant qu'industriels, on doit effectivement réfléchir à décarboner. Alors, c'est pas facile. Il y a des solutions. Voilà, nous, on vient de mettre en place là justement une équipe de travail là pour réfléchir à ça, travailler à ça. On va commencer là par la fresque du climat, là, pour ceux qui connaissent, c'est un très bel outil. J'encourage les dirigeants qui écoutent d'ailleurs à s'y intéresser pour démarrer une démarche de ce type-là et rendre les gens, motiver les gens en tout cas à participer à ça dans leurs propres entreprises, parce que l'enjeu il est là. Ouais. Mais je crois à l'industrie, clairement. Par contre, je pense qu'il de plus en plus, alors nous justement sur notre créneau dans le sens excellence, faire des pièces de qualité avec un service de qualité, etc. Je pense qu'on a notre place. Il y aura de la place aussi pour les artisans. Je pense que les petites entreprises, entre les deux, ça va devenir un peu plus compliqué. On voit beaucoup de regroupements en ce moment dans le monde industriel. Beaucoup de boîtes se font racheter les unes les autres, de création de groupes, un peu à ma petite échelle ce que je fais, mais je crois que c'est un vrai sens de l'histoire aujourd'hui, parce que sinon ça va devenir compliqué pour les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre sont aussi dans cette tendance, ça reste bien et mal, ça je sais pas. En tout cas voilà, mais on a encore de belles années devant nous, mais il faut quand même qu'on se bouge pour le climat. Voilà, nous on a essayé de faire des choses, hein, évidemment facile, remplacer tout ce qui était ampoule néon par les LED, faire aussi un peu plus isoler un peu plus nos bâtiments, etc. Enfin voilà, et puis on essaye d'avancer le tri des déchets, les choses, mais vous dites facile, mais c'est déjà un premier pas essentiel. Ouais. Donc inquiet pour le climat, mais optimiste pour l'industrie et le rôle que l'industrie va avoir à jouer là-dedans. Oui, voilà, exactement. Ouais, je pense que bon, après la nature humaine quand même, on a des ressources, il faut qu'on s'adapte, mais il faut que tout le monde. J'ai l'impression, c'est ce qui me rend un peu plus optimiste, c'est que il y a une vraie prise de conscience.
De toute façon, le climat nous le rappelle tous les jours, donc je pense que si on n'en a pas conscience, je pense qu'il faut peut-être ouvrir les yeux, mais c'est un peu contraint. Mais n'empêche que du fait que c'est contraint, je pense que ça va bouger. On le voit bien, les prix de l'énergie. Sincèrement, l'énergie, les coûts ont explosé. Et du coup, ça a incité tout le monde, évidemment, à chercher l'économie de l'énergie, enfin, oui, à ne pas gaspiller, alors que ça fait longtemps qu'on n'en devrait pas. Donc, contraint et forcé, il va falloir y aller, mais il faut y aller, c'est sûr. Si on peut y aller, justement, de façon plus volontaire et non pas contraint, c'est mieux. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci pour votre témoignage. Avant de passer au petit cadeau rituel, je voulais faire part à tout le monde que Jean-Marc Defour, ça a été une personne charnière pour moi dans mon aventure industrielle. Et voilà, Jean-Marc, vous faites partie des 3-4 personnes, je dirais, qui ont vraiment fait en sorte que je puisse vivre cette aventure comme je l'ai vécue. Donc je tenais à vous remercier avant de vous solliciter. Merci Julien. Moi, je dirais aussi que, c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques temps et vous êtes une très belle personne. Moi, j'ai beaucoup appris aussi avec vous, puis j'espère bien apprendre encore beaucoup et qu'on va encore pouvoir échanger longtemps. Et bravo pour tout ce que vous faites, parce que moi, je suis impressionné. Vous êtes quelqu'un quand même de multifacette et à chaque fois, les choses sont bien faites, sont bien et waouh, quelle énergie. Merci beaucoup. Mais c'est vrai. Alors, le petit cadeau. Le petit cadeau. Alors, j'ai pris dans l'idée que c'est un peu l'idée que j'avais compris, que ça représente un peu qui je suis, comment ça marche. Donc, on retrouve, c'est un petit montage en fait, de plusieurs, je vais y arriver, plusieurs porte-clés. Donc, il y a un porte-clés qui représente la famille. Et d'ailleurs, c'est marqué, voilà, la famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. Wow. Je trouvais ça très joli. Il y a un arbre de vie, une petite maison, donc ça c'est la famille. Il y a 3 petits outils, une clé à molette, un marteau, tout ça c'est le côté travail, parce que je considère que le travail fait partie de la vie, ce que je disais. Et puis il y a des baguettes de batterie, des mini baguettes de batterie, puisque c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais tout à fait. Je suis également musicien amateur et c'est quelque chose, moi c'est mon échappatoire, c'est la musique. Super. Voilà. Génial, merci beaucoup. Avant de conclure, effectivement, racontez-nous un petit peu juste votre histoire avec la musique. Waouh, mais on refait l'émission. Au moins votre activité actuelle. Alors la musique, pour faire court, en fait, je suis né dans une famille musicien, puisque mon père en fait est musicien et j'ai la chance de jouer toujours avec lui. Et s'il écoute, mon papa, je fais des gros bisous, ma maman aussi d'ailleurs, j'ai la chance, ils sont toujours là à un peu plus de 80 ans. Je vais pas dire leur âge, après ma mère va m'engueuler. Et donc mon père est musicien depuis longtemps, et donc du coup avec mon frère, ma sœur, on a appris la musique. Et donc depuis, je joue sur comme on dit, les rangs de l'harmonie de Firmini depuis l'âge de 12-13 ans. En étant passé un peu par le conservatoire et tout ça. Et donc moi je joue des percussions, donc percussions d'orchestre particulièrement, donc des claviers, xylophone, marimba, vibraphone, et puis de la batterie, des timbales, plutôt les percussions d'orchestre. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, puisque comme je suis tombé un peu dedans, je suis devenu aussi président d'associations de musique, etc. Et c'est aussi une expérience, on n'a pas eu le temps d'en parler effectivement, mais qui m'a beaucoup amené et qui, je pense, m'ont construit aussi pour devenir entrepreneur. Ouais. Et voilà, bravo pour tout ça, Jean-Marc. Merci, Julien. Merci beaucoup pour cette belle rencontre et puis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.